Bonjour à tous. Un petit mot pour introduire ce nouveau format de la Minute Cotation de Santé Format Pro. Alors nous sommes un organisme de formation en e-learning, c'est-à-dire que ce sont des formations sur Internet qui est spécialisé pour les professionnels de santé. Nous avons de nombreux clients et clientes IDEL et nous savons que les cotations sont un sujet de préoccupation pour eux parce que c'est à la fois hyper compliqué et hyper vital pour leur cabinet. Du coup, on a eu l'idée de faire ces petits formats courts en vidéo pour aborder des points de cotation, soit parce qu'ils sont particulièrement compliqués et c'est pas ce qui manque dans la nomenclature, soit pour vous donner quelques astuces qui peuvent vous permettre de faire des cotations supplémentaires ou plus avantageuses pour vous. On met ces vidéos à disposition sur les réseaux sociaux parce qu'on sait bien que le métier d'un IDEL, c'est de soigner les gens et pas de faire de l'administratif ni de passer des heures et des heures à étudier les cotations. Donc voilà, on espère vraiment que ces petites vidéos pourront vous faciliter un peu la tâche. On a appelé ça la Minute Cotation parce que ce seront des formats plutôt courts, mais ça durera clairement plus d'une minute. Le but, c'est de faire à chaque fois un petit focus sur un sujet précis. Donc, aujourd'hui, dans cette Minute Cotation, nous allons voir ensemble comment vous pouvez coter vos soins autour de l'administration et du suivi des traitements PEROS de vos patients. Bien souvent, nombre d'IDEL ne cotent pas ce type d'acte. C'est vrai que des soins tels que la préparation d'un pilulier ne sont pas mentionnés en tant que tels dans la nomenclature. Par contre, la NGAP mentionne bien deux actes différents qui peuvent concerner le suivi des traitements PEROS. On aurait pu en avoir un seul, ça aurait été simple et logique, mais non, il y en a deux qui sont très différents en plus. Bah oui, pourquoi faire simple? Les deux soins relèvent du chapitre 1 de la NGAP, article 10. Donc d'abord, il y a l'administration et la surveillance d'une thérapeutique orale chez un patient présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs. Ce soin-là est coté en AMI 1,2 depuis juillet 2020. Avant, c'était en AMI 1. Ensuite, il y a la surveillance et observation d'un patient lors de la mise en œuvre d'un traitement ou de la modification de celui-ci, qui, lui, est coté en AMI 1. On va détailler chacun de ces deux actes qui présentent beaucoup de différences et quelques points communs. On va commencer par l'AMI 1,2 qui dit exactement administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs, maladies neurodégénératives ou apparentées, avec établissement d'une fiche de surveillance par passage. Ben oui, pourquoi faire simple? Donc d'abord, pour cet acte, il y a la notion de profil de patient. Le patient doit présenter des troubles psychiatriques ou cognitifs. Que veut-on dire par là? Pour les troubles cognitifs, il est bien précisé dans la NGAP, maladie neurodégénérative ou apparentée. Donc, nous parlons bien de patients pour lesquels ont été diagnostiqués officiellement une maladie d'Alzheimer, une maladie de Parkinson, une sclérose latérale amyotrophique, dite aussi maladie de Charcot. Il y a aussi les maladies apparentées. Les maladies apparentées sont plus rares. On pourra citer la maladie à corps de Lévy, les démences alcooliques, l'encéphalopathie vasculaire, qu'on appelle aussi démence vasculaire, qui est souvent secondaire à un AVC, mais aussi le long et triste cortège des atrophies et dégénérescences cérébrales. Donc là, c'est un peu listing, mais je vous les cite quand même. On a notamment la dégénérescence lobaire frontotemporale, la dégénérescence cortico-basale, la paralysie supranucléaire progressive, le syndrome de l'atrophie corticale postérieure et le syndrome de l'aphasie primaire progressive. Toutes ces maladies sont souvent associées à la maladie d'Alzheimer. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour cet acte AMI 1,2 d'administration et de surveillance d'un traitement oral chez ce type de patient, pour pouvoir le facturer, le diagnostic de maladie neurodégénérative doit être bien établi. L'idéal, c'est la reconnaissance de l'ALD. C'est d'autant plus valable si le patient bénéficie d'un traitement spécifique pour ces pathologies, type Aricept, Exelon, de la levodopa, etc. Sinon, éventuellement, vous pouvez garder dans le dossier du patient une copie d'un compte-rendu mentionnant le diagnostic de maladie neurodégénérative, comme par exemple un compte-rendu d'IRM ou de consultation chez le neurologue, etc. Ça vous permettra de justifier de cette cotation en cas de contrôle. C'est un peu le même principe pour les dits troubles psychiatriques mentionnés dans cet acte.
Il est bien évident qu'un patient présentant une psychose avec la reconnaissance de son ALD et des traitements neuroleptiques prescrits, ça permet d'éviter tout litige avec la CPAM. Mais qu'en est-il des troubles névrotiques ou dépressifs, par exemple? Je vous dirais que pour ça, il faut rester logique. C'est sûr que le patient qui prend son quart de Lexomil pour dormir le soir ne justifie pas de cette cotation. Par contre, la question se pose pour un patient dépressif, par exemple. S'il est traité par antidépresseur, cela démontre certes l'établissement d'un diagnostic de dépression, mais cela peut-il être considéré comme des troubles psychiatriques au sens de la nomenclature? Pour ça, nous vous conseillons de négocier ça avec votre CPAM local, de leur poser la question, puisqu'on sait qu'un syndrome anxio-dépressif, a fortiori chez un patient âgé, peut générer des troubles d'observance. Et de toute façon, cet acte est soumis à entente préalable au-delà du premier mois. Ensuite, cet acte mentionne bien les thérapeutiques orales. Donc il ne concerne que et uniquement que les traitements PEROS. Nous verrons qu'il n'en va pas de même pour l'autre acte de surveillance en AMI 1. Donc par exemple, cette AMI 1,2 ne concerne pas une injection de neuroleptique. Sinon, le texte de cette AMI 1,2 dit bien administration et surveillance d'une thérapeutique orale, etc. Donc il faut retenir administration. Vous devez administrer vous-même le traitement PEROS, ce qui est logique vu le profil de patient avec troubles cognitifs ou psychiatriques. Sinon, l'acte est coté par passage, sous-entendu pas par jour. Donc si vous réalisez 3 passages dans la journée pour donner le traitement au patient, vous pouvez coter cet acte AMI 1,2 3 fois par jour. Autre chose, il vous faut une entente préalable au-delà du premier mois. C'est logique aussi, cet acte peut durer longtemps et donc entraîner une facturation importante, alors que le critère de profit du patient peut prêter à débat. Donc il faut se mettre d'accord là-dessus avec la CPAM. Et enfin, vous devez établir une fiche de surveillance qui va justifier de chacun des passages que vous allez facturer. Donc dessus cette fiche de surveillance doit figurer la date et l'heure de chaque passage, le fait que vous y administré tel traitement, si possible votre signature, etc. Ces feuilles de surveillance pourront vous être demandées en cas de contrôle de la CPAM, vous en êtes redevable. Qu'en est-il de notre deuxième acte qui, lui, est coté en AMI 1, toujours dans le chapitre 1, article 10 de la nomenclature? L'acte dit exactement « surveillance et observation d'un patient lors de la mise en œuvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci avec établissement d'une fiche de surveillance avec un maximum de 15 passages ». Ce qu'on peut retenir en premier, et ce qui le différencie beaucoup de l'acte AMI 1,2, c'est qu'il s'agit non plus d'administration du traitement, mais de surveillance et suivi. Donc ici, vous n'administrez pas forcément vous-même le traitement. Il s'agit avant tout d'une surveillance clinique. Essentiellement des effets du traitement, des effets attendus, c'est-à-dire de son efficacité, des effets indésirables, mais aussi de l'observance du patient, puisqu'a priori, le patient va prendre tout seul son traitement sans vous. Ensuite, on peut remarquer que cet acte s'adresse à tous les patients, sans profil spécifique, contrairement à notre acte précédent d'AMI 1,2. Mais aussi que cet acte est facturé à l'instauration et à la modification du traitement. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Certes, vous pouvez facturer cet acte quand un nouveau traitement est prescrit à votre patient. Mais souvent, les IDEL oublient que la modification du traitement compte aussi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par modification ? Absolument tout, en fait. Si vous changez de posologie, par exemple, que vous passez de 1 comprimé par jour à 2 par jour, c'est une modification. Idem si la prescription change de dosage. Donc, par exemple, si on passe de l'Azilix 20 à l'Azilix 40, ou encore si vous passez d'une administration le matin à une administration le soir. Tant que vous avez une série de 2 prescriptions qui mentionnent bien la modification en question, où ce changement est noté noir sur blanc, vous pouvez appliquer cette cotation en toute légitimité. Autre point saillant de cet acte AMI 1 de surveillance. Il concerne toutes les voies d'administration. Donc certes, il est valable pour vos traitements PEROS, mais aussi pour des injectables, pour des patchs transdermiques, pour des médicaments inhalés, type aérosol médicamenteux ou spray de ventoline, ou même pour l'oxygénothérapie. Nous allons d'ailleurs faire une minute cotation dédiée au sujet particulier de l'O2 à domicile. Bref, toutes les voies d'administration sont éligibles pour coter cet acte AMI 1 de surveillance. Dernière spécificité de cet acte,
Comme l'AMI 1,2 d'administration, cet acte se cote par passage. Mais il y a une limitation sur la facturation qui est de 15 passages pour une seule instauration ou modification de traitement. Donc à chaque fois que le traitement est modifié par le médecin, le compteur des 15 passages retombe à 0. Après, j'insiste, cet AMI 1 se code par passage, pas par jour. Donc on compte bien les 15 passages, pas 15 jours. Ça veut dire que si vous passez chez le patient 3 fois par jour, vous ne pourrez facturer cet AMI 1 que pendant 5 jours. 3 passages par jour, pendant 5 jours, égale 15 passages. Ensuite, comme pour l'AMI 1,2 d'administration, vous devez impérativement mettre en place et remplir une fiche de surveillance du traitement qui signale chacun des passages que vous facturez. Il est essentiel pour vous non seulement d'instaurer cette fiche de suivi, mais aussi de la remplir rigoureusement et de la conserver ensuite en cas de contrôle de la CPAM. Par contre, autre point commun entre cette AMI 1,2 d'administration et cette AMI 1 de surveillance, aucun des deux n'est cumulable avec des soins de dépendance. C'est-à-dire qu'aucun des deux ne peut être coté avec un AIS pour les patients éligibles à une DSI et aucun des deux n'est facturable sur un passage dépendance relatif au BSI des patients éligibles au BSI. Nous allons d'ailleurs consacrer quelques vidéos de notre minute cotation aux cotations spécifiques du BSI. Ça, c'était pour la mauvaise nouvelle, parce qu'il est sûr que ce profil de patient est souvent dépendant, surtout ceux relevant de l'AMI 1,2 lorsque les patients sont porteurs de maladies neurodégénératives. La petite bonne nouvelle, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'avec l'acte AMI 1,2 comme avec l'AMI 1, vous pouvez facturer la MAU, la majoration d'acte unique, puisque la MAU est éligible pour les actes inférieurs ou égaux à AMI 1,5, à condition bien sûr que l'administration ou la surveillance soient les seuls actes effectués sur ce passage. Donc, pour résumer ces cotations de suivi des traitements avec les actes AMI 1,2 d'administration et AMI 1 de surveillance, les deux actes exigent la surveillance des thérapeutiques, mais seul l'AMI 1,2 impose à l'IDEL d'administrer lui-même le traitement. L'AMI 1,2 concerne uniquement les traitements PEROS, alors que l'AMI 1 peut être facturé pour tous les traitements, quelle que soit la voie d'administration. L'AMI 1 de surveillance seul s'adresse à tous les patients, alors que pour l'AMI 1,2 d'administration, lui, il s'adresse aux patients présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs. Les deux actes vont se coter par passage. Les deux actes imposent la mise en place et le remplissage rigoureux d'une fiche de surveillance que vous devez conserver dans le dossier du patient en cas de contrôle de la CPAM. Les deux actes présentent des limitations dans la durée, mais pas sous la même forme. L'AMI 1,2 d'administration est soumis à entente préalable au-delà du premier mois, alors que pour l'AMI 1, la limitation se base sur le nombre de passages que vous pouvez facturer, en l'occurrence, c'est 15 passages maximum. Par contre, pour l'AMI 1 de surveillance, la facturation du suivi est renouvelable, certes pour l'introduction de tout nouveau traitement, mais aussi pour toute modification de celui-ci, qu'il s'agisse de la posologie, du dosage, de la voie d'administration, tant que vous avez une série de 2 prescriptions qui objectivent bien cette modification. Aucun des deux actes n'est cumulable avec des soins de dépendance. On considère que le suivi des traitements PEROS est compris dans les forfaits dépendance du BSI ou dans les AIS. Les deux actes sont éligibles à la majoration d'acte unique puisqu'ils sont inférieurs à AMI 1,5. Voilà, c'est la fin de cette minute cotation. Je tiens à remercier mes collègues qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Donc merci à Florian, Mafalda et Myriam de la prod. Merci à toute l'équipe marketing aussi. Mais merci aussi à Sylvie Cotropil, ma super spécialiste des cotations, IDEL et formatrice. Merci Sylvie d'être la bougie qui m'aide à y voir clair dans les sombres méandres des cotations. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air et à nous le dire. Si ça vous plaît, nous ferons d'autres vidéos sur le thème des cotations. Merci à tous.